La team, la vraie guerre a commencé, la vraie bataille. La bataille qui vient de commencer entre l'AES et la CEDEAO est révélatrice de quelque chose de très important. La CEDEAO est en branle, elle est en mouvement, elle bouge, ça grogne au point où la CEDEAO essaye de négocier avec chaque pays en aparté. D'un autre côté, vous avez l'ONU qui commence à attaquer le Burkina Faso sur le non-respect des droits de l'homme. Vous savez que le Burkina est en train de fracasser les terroristes et l'ONU est en train de les menacer en nous faisant croire qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Mais j'ai confiance au président Ibrahim Traoré, il est exactement comme Assimi Goïta, il ne va pas les calculer, il va donner une raclée à ces terroristes qui méritent tout simplement la mort. Parce qu'ils sont là pour le mal, ce sont les ennemis du Burkina. Il faut les mettre hors d'état de nuit, il n'y a pas de débat. Ils ont refusé de venir déposer les armes et de s'excuser. Ils ont décidé d'aller combattre la nation, alors combattez-les avec la dernière énergie. La team, à côté de ça, je tiens à dire qu'il y a une chose qui se passe que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué. La CEDEAO passe son temps à menacer les présidents qui ont fait des coups d'État. Elle passe le temps à faire croire que ces présidents n'ont pas le mérite d'être où ils sont. Et pourtant, nous l'avons déjà dit à maintes reprises, la CEDEAO n'a jamais été capable de féliciter à chaque fois où ces pays-là gagnent les terroristes. Dernièrement encore, le Mali a conquis Kidal en battant comme ça du haut à plat de couture les terroristes qui avaient pris Kidal depuis des lustres déjà et avaient même décidé de mettre un pays dans un pays qui se nomme l'Azawad. Aujourd'hui, Assimi Goïta et ses compagnons ont combattu le bon combat et ils l'ont gagné. Est-ce que ça ne méritait pas les félicitations de monsieur la CEDEAO? Les présidents de la CEDEAO ont donc décidé d'ignorer ce qui s'est passé et de ne pas adresser les félicitations. Nous avons comme l'impression que c'est eux qui envoient les terroristes dans ces différents pays. Parce que minimum, le minimum que vous puissiez faire en ces temps de guerre, de douleur, en ces temps de souffrance du peuple, je pense que le minimum aurait été de souhaiter vraiment vos félicitations. Aujourd'hui, si ces différents pays sont attaqués par les terroristes, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? Vous ne félicitez pas le Mali qui s'en sort. Vous ne reconnaissez pas qu'ils ont pu s'en sortir. Et vous voulez qu'ils continuent à vous faire confiance. Là-dessus, vous devez donc savoir que la nouvelle trajectoire du Mali, du Niger et du Burkina est tout simplement en train de nous montrer la chute de la CEDEAO. La CEDEAO est en train de chuter et elle va s'effondrer, elle va tomber, car les trois pays vont sortir de la CEDEAO. Avec l'alliance du Sahel qui s'est créée, avec les nouvelles propositions, avec tout ce qui est en train de se mettre en place pour que cette alliance-là puisse évoluer, je peux vous dire avec certitude que cette alliance-là va aller de l'avant et la CEDEAO va tomber. Parce qu'il y a trois leaders de la CEDEAO qui sont en train de se retirer et qui sont en train de créer leur propre organisation parce qu'ils ont compris que la CEDEAO est tout simplement inféodée par des personnes qui travaillent au compte de l'Occident, mais qui ne travaillent pas véritablement pour les Africains. Aujourd'hui, c'est l'AES qui sera là véritablement pour les Africains. Véritablement pour les Africains. Et comme l'AES sera là pour les Africains, elle ne peut pas continuer à travailler avec la CEDEAO. La CEDEAO, sachant alors que ces trois pays vont quitter de la CEDEAO, elle se met en branle et elle est prête à tout pour déstabiliser cette institution. La team, écoutons aussi ensemble cette vidéo de Cheikh Omar Keïta. Écoutez aussi les révélations qu'il nous fait dans sa vidéo. Tu es moi, c'est ça aussi souvent. Dieu merci, je ne suis pas un homme politique. Dieu merci. Parce que si moi je faisais la politique à un certain niveau, vraiment je ne sais pas comment les gens allaient comprendre. Parce que moi j'ai du mal à comprendre que des gens qui excluent mon pays, après ils viennent, ils créent ce qu'on appelle une chambre de commerce, et puis ils vont, quoi, ils sont reçus à tapis rouge par nos autorités. Moi je regarde ça aussi et puis je ris un peu, quoi. C'est-à-dire que l'attaché de l'ambassade de France au Burkina, en ce qui me concerne, il n'aurait jamais dû être reçu par un ministre burkinabé. La chambre de commerce que les Américains ont créée au Mali ici, là, n'aurait jamais, les responsables, là, ils n'auraient jamais dû être reçus par le premier ministre, en tout cas au sommet de l'État. Tout ça là, on voit, mais on sait ce qui se passe dans le... C'est-à-dire que moi, quand vous frappez publiquement et puis vous voulez passer dans le dos des gens pour venir sceller des accords, moi j'ai dit non. Moi personnellement, Dieu merci, je ne fais pas la politique à ce niveau. J'ai dit non. J'ai dit non.
Si vous m'avez humilié, vous m'avez insulté, c'est devant le monde entier encore, vous allez, pourquoi vous voulez passer dans le monde et puis vous venez me voir? Tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? On dit non, faut pas fermer la porte. Faut pas fermer la porte. Au contraire, tu deviens ridicule quand tu ouvres certaines portes. Tu deviens ridicule. Ça, c'est pas la diplomatie. Tu veux que je t'enseigne la diplomatie? Tu sais ce qu'on appelle la diplomatie? C'est ça que tu appelles la diplomatie? Mon ami, il n'y a pas de diplomatie si tu n'as rien. Il n'y a aucune diplomatie qui tienne. Il faut aller écouter ton président Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit. Il dit, quand vous allez en Chine, et puis on chante l'hymne national de Côte d'Ivoire, vous êtes content, vous croyez que vous êtes égal, mais vous n'êtes pas, vous êtes petit devant la Chine. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui a dit. Il dit, vous vous blaguez, on vous blague, mais vous n'êtes pas au même niveau que le gars. Mais c'est la réalité. Tu parles de quelle diplomatie ici, là? Regarde-moi ça, là. Mali a pris décision contre les États-Unis. C'est pas les Américains qui ont pris décision contre le Mali. Hein? Ce que tu appelles diplomatie, là. Il n'y a pas la réciprocité. Nous, on ne fait que réagir. Tu as déjà vu nos États donner des coups? À l'exception du général Tiani. Oui, il a réagi et puis il a donné un bon coup par rapport à l'Union européenne, où il a abrogé la loi contre l'immigration clandestine. Parce qu'ils ont sorti, le Parlement européen a sorti une bêtise, donc il a répondu au Parlement. Ça, c'est ce que tu appelles diplomatie. Très bien, je t'apprends la diplomatie, mon ami. Ça, c'est pas la diplomatie. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Ça n'ira nulle part. Une diplomatie qui ne t'avantage pas, c'est ça que tu appelles diplomatie. Une diplomatie qui ne te donne rien, c'est ça qu'on peut appeler diplomatie. Une diplomatie là où tu es humilié quelque part, et puis on vient t'ouvrir une petite porte, et puis tu vas t'asseoir, tu es content. C'est ça que tu appelles diplomatie. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il faut, quand tu viens sur la page de Keita, je dis toujours, élever le niveau élever le niveau. Hein? Alors donc, alhamdulillah, waouh. La CEDEAO, le 10 décembre, il y a un sommet. Mais le sommet, vous vous rappelez que j'avais évoqué la rencontre hier entre le président de la commission de la CEDEAO et Alassane Ouattara. Ensuite, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara avait reçu un message clair de la part de Macron et qu'il devait transmettre le message de Macron au président de la commission avant le sommet du 10. Mais il y a une autre information que j'ai reçue aujourd'hui qui fait un peu rire. De quoi s'agit-il? C'est, je vais lire rapidement et puis on va continuer. Mais n'oublions pas, on va revenir sur les attaques de Djibo, ce qui s'est passé à Djibo. La manipulation a déjà commencé. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Mora, lorsque le Mali a terrassé, neutralisé les terroristes à Mora. Vous avez entendu Human Rights Watch, ça va ça? D'accord. Mais curieusement, avant de revenir sur le cas de la CEDEAO, écoutez très bien, je vous en prie, on va aller. Faites monter le mercure. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keita Facebook et Keita Cheikh Oumar YouTube. Il y a deux autres pages, le grand regard de Cheikh Oumar Keita Facebook, le grand regard de Cheikh Oumar Keita YouTube. Donc, vous avez deux pages officielles au niveau de YouTube, deux pages officielles au niveau de Facebook. Mais pour le moment, on travaille avec Keita Cheikh Oumar YouTube, Cheikh Oumar Keita Facebook. Avant de revenir à la CEDEAO, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses très intéressantes par rapport aussi à la monnaie. Je vais vous faire écouter la déclaration qui a été, le communiqué final qui a été lu.
Je me rappelle encore de ce jeune homme-là qui m'a envoyé, je n'ai pas son nom en tête, je reçois tellement de messages, je voudrais lui dire merci. Il m'a envoyé un message, je crois que le message était écrit en blanc, mais le support était rouge ou bien rose. Il doit se reconnaître. Il m'a envoyé le message pour dire Keïta, merci beaucoup, vous êtes en avance sur votre temps. Voilà des choses que vous avez évoquées. Et en ce moment-là, moi, je n'avais pas encore eu vent, n'est-ce pas, du communiqué final des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'économie et des finances de l'AES. Alors, j'ai les deux communiqués que je vais vous faire écouter. Mais on va retourner au Burkina d'abord. Au Burkina, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Moura. Lorsque le Mali a terrorisé, neutralisé, exécuté, anéanti des criminels sans foi ni loi, après maintes surveillances, le Mali les a neutralisés. Les FAMA ont été héroïques. Les détracteurs du Mali en première ligne, la France et deux ONG, Human Rights Watch et Amnesty International, en complicité avec la MINUSMA, ont produit un faux document, un document mensonger, truffé de mensonges sans aucune base de vérité. Et c'est Serge Daniel qui se faisait le relais de ce mensonge grotesque. Aujourd'hui, au Burkina, c'est un autre noir, un Africain, résident au Kenya, qui dit, je vais lire, ne vous en faites pas, qui remet en cause les FDS et les VDP, alors que le monde entier a regardé avec admiration, même si on n'aime pas le Burkina, malgré que les drones, les vecteurs de surveillance ont filmé les terroristes. Il n'y a eu point d'autre combat ailleurs que sur l'axe de leur point de départ vers le camp militaire de Djibo. On a écouté la narration, le narratif. En plus, on a vu les images qui accompagnaient la narration. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu les images de l'attaque du camp militaire de Djibo du dimanche 26. Mais il s'est trouvé un maudit, un rejeton de la pire espèce. Il y a des Africains, je me pose la question, on ne peut pas poser la question à Dieu, hein, c'est pas ça, mais souvent on se pose la question, pourquoi ils sont nés quoi? Il y a des gens qui se posent la question, à quoi a servi leur naissance? C'est-à-dire, pourquoi ceux-là, c'est des gens, quand vous les regardez, vous ne savez même pas ce que vous devez leur faire. L'exécutif burkinabé, représenté par les ministres en charge de la justice, la sécurité et la coopération régionale, a rencontré ce jeudi la représentante du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme accrédité auprès de Burkina Faso, Madame Zeynab Hamza Diaby. Donc c'est les Nations Unies. Je suis tombé sur un autre document des Nations Unies. Il y a eu une rencontre Union africaine Nations Unies où je les ai vus en train de condamner, tenir tous les propos que vous voulez par rapport aux transitions militaires dans nos États. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. La dernière fois que j'étais sur Afrique Média, sur la question de la création de la monnaie des États du Sahel, on a un panéliste qui a dit que c'était beaucoup plus complexe. Et moi, je leur ai dit, je ne réfléchis pas comme le petit blanc. Avant le capitalisme occidental que nous connaissons,
est-ce que nos États, qui étaient des royaumes, des empires, est-ce que nos États n'étaient pas des royaumes et des empires prospères? Comment on est arrivé à devenir ou à être des empires et des États africains, des empires autant pour moi, des royaumes prospères? L'empire du Ghana était un royaume prospère. L'empire du Mali était un empire prospère. Mais d'où venait la prospérité? Sur quelle base on s'est justifié pour dire que nos empires, nos royaumes étaient des royaumes et des empires prospères? Sur quelle base? Donc, il y avait la prospérité avant l'occidentalisation de nos sociétés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est ce que j'ai dit à ce jour-là sur Afrique Média. Deuxièmement, je dis, avant, la télévision, c'était quoi? C'était blanc-noir. Les premières télévisions qu'on avait, c'était blanc-noir. Après, c'est devenu télévision en couleur. Pour faire un direct, on avait besoin de tellement d'instruments pour pouvoir faire une retransmission. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand tu te réveilles, à peine dans ton propre lit, tu prends ton téléphone, tu fais ton direct, le monde entier te voit. C'est devenu plus facile de pouvoir parler au monde. J'ai dit, alors, pourquoi croyez-vous que pour créer notre monnaie, ça va être compliqué? Pour faire vivre l'économie, il faut les ressources. Ce sont les ressources naturelles qui font vivre une monnaie. Nous avons les ressources naturelles. Il faut un marché de consommation. Nous avons 80 millions de personnes, donc nous avons un marché de consommation. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de trouver des ingénieurs, si je peux, pour créer une monnaie, pour éviter la fraude ou la falsification. D'ailleurs, est-ce qu'on ne fait pas des faux euros, des faux dollars? On le fait tous les jours, même des faux CFA. Donc, personne ne peut interdire la falsification. Mais on fait tout pour réduire au maximum les fraudes. Alors, donc, créer notre monnaie, où est-ce qui est compliqué dedans? Les machines qui, avant, pour avoir ces machines-là, étaient compliquées. Aujourd'hui, il suffit de t'asseoir, tu commandes ta machine, tu as l'argent pour payer, on vient installer ta machine chez toi à la maison. On vient installer ta machine et puis tu payes. Sur quoi tu vas endosser ta monnaie? Avant, enfin, on nous a fait croire que c'est l'or. Mais avec la Russie aujourd'hui, on a découvert que, attention, on peut endosser notre monnaie sur l'uranium, le lithium, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant et bien d'autres matières premières. Donc ce n'est plus l'or seulement. On a un marché de consommation, on a les ressources pour faire tourner nos industries, on a l'énergie. Donc, pour créer notre monnaie, il n'y a rien de compliqué dedans. Mais on va développer ça un peu plus tard. Alors, quand vous voyez ici, le monsieur, il est au Kenya, mais il parle de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quelle est la distance entre le Kenya et le Burkina Faso? À cet instant précis, à Djibo, qui était à Djibo au niveau de la représentation des Nations Unies sur la question des droits de l'homme? Et d'ailleurs, qui a appelé le Burkina pour féliciter le Burkina par rapport à l'exploit que les FDS et les BDP ont réalisé à Djibo? On n'a pas entendu la CEDEAO, mais c'est cette CEDEAO-là qui viendra dire au Burkina, il faut aller aux élections. Vous comprenez un peu? Donc, on veut créer maintenant des problèmes, là où il n'y en a pas. Mais rappelez-vous, le ministre centrafricain de la jeunesse, de passage à Bamako, pour féliciter le président Assimi et les FAMA, par rapport à l'exploit réalisé à Kidal, a dit, préparez-vous. On va commencer à entendre des sons de cloche. C'est maintenant que les organisations des droits de l'homme, les ONG vont commencer à parler. Mais curieusement, comme il a parlé, ils ont laissé le Mali et puis ils se sont attaqués au Burkina. Mais on savait et on sait que ce combat il y aura deux combats toujours. Lorsqu'il y aura les offensives militaires,
il faut que nous soyons prêts pour construire une communication et accompagner l'action militaire sur le terrain. Si on n'est pas prêt, on n'est pas armé intellectuellement, quand je dis intellectuellement, ça n'a rien à voir avec le français, hein. Ce qui est intellectuel, c'est ce qui est dedans, ce qui est inné, ce qui est dedans, ça n'a rien à voir avec le français. Vous pouvez parler en djoula sans jamais dire un mot français et être un intellectuel. Est-ce que nos griots ne sont pas des intellectuels? Les griots sont des intellectuels. Ils ne parlent qu'en bambara, ils ne parlent qu'en wolof, ils ne parlent qu'en moré, ils ne parlent qu'en haoussa ou en zamarma, ce sont des intellectuels. Celui qui parle en anglais, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Celui qui parle en russe, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Celui qui parle en espagnol, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Est-ce que l'intellectuel, c'est celui qui parle seulement en français? Ça, ce sont les petits esprits égarés, pervers, les maudias qui pensent comme ça. En anglais, quand tu parles en anglais, en chinois, est-ce que celui qui parle en chinois n'est pas un intellectuel? C'est un intellectuel, mais peut-être il ne parle pas en français. En anglais, c'est un intellectuel. En russe, c'est un intellectuel. En arabe, c'est un intellectuel. Donc, en djoula, c'est un intellectuel. En zamarma, c'est un intellectuel. En haoussa, c'est un intellectuel. En moré, c'est un intellectuel. En peul, c'est un intellectuel. Donc, ils disent, je vais vous amener à bien comprendre, parce qu'il faut qu'on ouvre les oreilles. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est là, la dernière fois, j'ai dit que je demande au ministre de la communication des 3 États de commencer à réfléchir pour mettre une communication et surtout inclure dans leur projet de construction de cette communication, d'inclure certaines personnes sur les réseaux. Je ne parle pas des journalistes. Parce que quand vous dites les réseaux, ils vont chercher les journalistes. Mais journalistes là-même les connaissent quoi? Sur 10 journalistes qui sont sur les réseaux, peut-être qu'il y a 2 ou 3 seulement qui sont à la hauteur. Je dis bien, sur les 10, il y a peut-être 2 ou 3 seulement qui sont bons. Mais ceux que vous ne considérez pas, vous croyez qu'ils ne sont pas intellectuels parce qu'ils parlent en djoula, parce qu'ils parlent en moré, parce qu'ils parlent en wolof, parce qu'ils parlent en zamarma. Mais c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez pas écouté ce que le capitaine Ibrahim a dit. C'est eux-là qui sont les plus intellectuels que les journalistes que vous croyez qu'ils sont intellectuels parce qu'ils sont allés à l'école de blanc. Merci beaucoup, Astamari. On va continuer. Cette rencontre intervient à la suite d'une publication du porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, M. Saïd Magango, depuis Nairobi au Kenya. Ce communiqué publié le 29 novembre est axé sur les attaques récentes à Djibo, fait une assimilation entre les terroristes qui endeuillent le pays et un sujet de droits de l'homme international. Vous voyez comment c'est une malédiction d'être né africain, vendu, acheté, crasseux, irresponsable, inconscient, raté. Tout ça, ce sont des Africains. Des maudits d'Africains qui se disent qu'ils sont Africains. Des gens qui disent qu'ils ont fait le droit. Mais avant le droit de petits blancs crasseux, Sundiata avait établi le droit dans le Manding. Dans le Manding, il y avait le droit. L'empire du Ghana, il y avait le droit. L'empire Soso, il y avait le droit. Est-ce que dans la cour du Moro Naba, au Burkina, est-ce qu'il n'y a pas le droit? Il y a le droit. Mais quel est le sens? Que signifie même le droit? Que veut dire le droit? Parce que là aussi où il y a le véritable problème, nous on mène souvent des combats, mais très peu de personnes prennent le temps, comme je le fais, pour expliquer par exemple certains éléments. C'est vrai, j'aurais bien voulu parler en zamarma, pour qu'on me comprenne bien, en moré, en peul, en wolof, en bambara, en sonenke ou enfin tout ce que vous voulez, pour qu'on me comprenne bien. Parce qu'il y a des sujets, souvent quand vous abordez, vous donnez des explications pendant le temps que vous abordez le sujet. Ça permet aux gens d'avoir une idée. Le droit c'est quoi? Le droit c'est quoi? Le droit c'est quoi? Il parle du droit. Mais on ne peut jamais parler du droit sans parler du devoir. J'ai un droit, mais j'ai un devoir.
Mais le petit blanc, le pervers, le vendu, le raté, le menteur, le corrompu, ceux qui veulent nous attaquer, ils mettent toujours le droit en avant, mais ils font toujours semblant de cacher le devoir. Il n'y a pas de droit sans devoir. Allez dire à tous les professeurs de droit qui enseignent dans les universités, qui ont des doctorats en droit, que Keïta dit, il vous met au défi. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de devoir sans droit. C'est comme l'homme et la femme. Il n'y a pas d'humanité sans l'homme. Il n'y a pas d'humanité sans la femme. Il faut l'homme et la femme pour créer la progéniture et mettre en place l'humanité. Depuis quand vous avez vu un homme et un homme aller ensemble et puis quelque chose est sorti dedans. Depuis quand vous avez vu une femme et une femme aller ensemble et puis quelque chose est sorti dedans. C'est quand l'homme et la femme vont ensemble que quelque chose sort. Ce qui sort, c'est la progéniture. C'est-à-dire, la descendance est assurée. Les générations à venir sont assurées. C'est la même chose avec le droit. Comment vous parlez du droit? Mais vous ne parlez pas du devoir. Si vous dites les terroristes qui ont été tués, leurs droits ont été bafoués. Mais quel était leur devoir? Leur devoir était de respecter les droits des autres. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Parce que ça, il faut que nos communicants officiels arrivent à développer ce narratif. Quand vous parlez de droits, le droit de ceux qui ont été tués, mais quels étaient les droits de ceux qui ont été tués? Quels étaient leurs devoirs vis-à-vis de ceux à qui ils apportent la désolation? Donc, on nous dit que, je n'ai pas terminé, on va continuer de lire. Le gouvernement estime qu'en tant qu'État parti, il n'était pas indiqué d'assimiler le Burkina Faso au même titre que les terroristes. Vous voyez? Ceux qui se disent organisation internationale, Nations Unies, ils assimilent l'État du Burkina Faso aux terroristes criminels. Mais alors, que fait cette organisation par rapport à Israël? Israël qui est en train de liquider tout un peuple, le peuple palestinien. Que fait les Nations Unies par rapport à ce qui se passe? Oui. Que fait les Nations Unies par rapport à ce qui se passe en Palestine? Israël est en train de tuer au vu et au su. Mais Israël n'a jamais été qualifié d'État terroriste. Ça semble bien que nous disons jour et nuit qu'Israël est un État terroriste. Israël est un État terroriste qui terrorise la population palestinienne au motif de combattre quoi? Le terrorisme. Aïe, 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 j'avais oublié. Ah, donc, Israël peut détruire au motif de combattre le terrorisme, mais nous n'avons pas le droit de tuer les terroristes. Posons, waouh. Donc, d'où cette convocation de la représentante pays de cet organe de l'ONU pour exprimer tout notre regret par rapport au communiqué et inviter le Bureau des Nations Unies à plus d'égards et à accorder le moins d'espace possible aux terroristes. Donc, le gouvernement du Burkina Faso a convoqué la représentante des Nations Unies concernant les droits de l'homme pour lui dire que c'est la dernière fois que les Nations Unies assimilent l'État du Burkina Faso à une organisation terroriste. Prochainement, elle sera expulsée du Burkina Faso, illico presto. Nous n'avons pas besoin de ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues. Nous avons besoin de partenaires fiables pour nous accompagner dans le combat que nous menons. Mais si les Nations Unies veulent faire le jeu de la France, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Ils n'ont rien dit par rapport à ce qui a été fait. Le travail extraordinaire que le Burkina a réalisé. Comment le Burkina est arrivé à déjouer? Parce que cette attaque de Djibo, j'ai donné ma petite part de compréhension. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interviennent pour chacun donne sa vision.
Mais une chose est claire, l'objectif est le même, c'était de faire tomber Djibo. Djibo tombe, l'insécurité, on se prépare avec une offensive, sinon une attaque beaucoup plus grande contre maintenant le Mali, parce que Djibo, c'était un prélude à une attaque sur Kidal. Je dis bien, Djibo était en prélude sur une attaque sur Kidal. Donc, prendre Djibo, s'organiser et lancer une attaque sur Kidal. C'était ça qu'il voulait, puisque la France l'avait dit. Mais alors, quand cette organisation, dite Organisation des Nations Unies, entend un pays comme la France dire que nous allons faire tout pour déstabiliser le Mali, déstabiliser le Niger et le Burkina. Quand sur les plateaux de télévision, des fonctionnaires de l'État français menacent publiquement de déstabiliser le Sahel. Et cette organisation qui parle des droits de l'homme l'entend, voit et ne dit rien. Réfléchissons ensemble. On a entendu, mais jamais on a vu les Nations Unies recadrer la France. Même si nous savons que la France ne va pas écouter, mais au moins que les Nations Unies recadrent la France. Mais jamais les Nations Unies n'ont recadré la France. Pour la simple et bonne raison que les Nations Unies roulent pour la France. Les Nations Unies bénéficient des bonnes grâces de la France. Donc, fermez les yeux, fermez les oreilles sur les menaces de la France. Et puis ensuite, essayez, nous, de nous attaquer, mentir et manipuler. Alors donc, je voulais d'abord apporter cet élément des réponses pour dire à nos États, rappelez-vous, j'avais à l'époque interpellé pour dire que le départ de la MINUSMA, il faut commencer à préparer une communication digne de ce nom. Les gens vont essayer de nous attaquer par tous les moyens, mais il faut que nous ayons une communication digne de ce nom pour faire échouer tous les projets funestes de la France et de l'Union européenne. Dieu merci, aujourd'hui, tant bien que mal, nous nous battons pour contrecarrer tous les mensonges et toutes les ruses, toutes les perfidies. Nous arrivons à les mettre en échec. Mais ce n'est pas tout. Ils vont revenir encore. Ils ne se lasseront pas. Ils ne s'arrêteront pas. Tant que notre monnaie, même après avoir créé notre monnaie, même après avoir créé notre marché commun, même après avoir mis sur place notre fédéralisme, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Ils continueront toujours. Alors, ce qui va nous amener à écouter ceci, parce que c'est important pour nous que chacun puisse entendre. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne veulent plus se limiter à une coopération militaire. L'Alliance des États du Sahel décide d'aller vers une intégration économique et financière. Pour ce faire, les experts des trois pays se sont réunis pour identifier les organes et les mécanismes à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés par les plus hautes autorités transitoires dans les trois pays. Les travaux des experts ont été examinés par la rencontre ministérielle sur le développement économique. Ils ont reconnu la nécessité de mettre en place un fonds de stabilisation pour faire face aux différents chocs et la création d'une banque d'investissement de l'AES. Les ministres ont relevé la nécessité d'aller vers une véritable union économique et monétaire de l'AES. Selon le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective, des principes doivent désormais guider les actions dans les trois pays du Sahel affaiblis par la crise sécuritaire et des sanctions de certaines organisations régionales et même internationales. Premièrement, le principe de la solidarité. Nous sommes trois États, chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger.
Deuxième élément, c'est l'affirmation de la souveraineté économique. Et donc, toutes les actions que nous allons mener doivent conduire à cette souveraineté économique. L'Alliance des États du Sahel a une large superficie et une population majoritairement jeune. Des atouts que les gouvernements de transition veulent exploiter à fond au profit des peuples. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance. Cette réunion des ministres de l'économie et des finances sera sur. Alors, vous avez entendu, ça c'était d'abord au niveau des ministres de l'économie et des finances qui ont identifié des priorités. C'est-à-dire, désormais, comme je l'ai toujours dit, il ne faut plus penser Burkina, mais penser AES. Je suis heureux que c'est le ministre de l'économie de Burkina Faso qui a eu à soulever cela. Rappelez-vous, en introduction de notre intervention du jour, j'ai dit que à la place de la ministre des Affaires étrangères de Burkina, je n'allais jamais recevoir comment on appelle ça, le chargé des affaires de la France. Non. Cela ne veut pas dire que le gouvernement du Burkina Faso, maintenant celui qui a parlé de diplomatie, j'espère qu'il est là. Maintenant, je vais répondre parce que quand on avait Keïta, on ne se précipite jamais. Keïta est une bibliothèque vivante. Keïta est un livre ouvert. C'est un disque dur qui a emmagasiné plein de choses. Et sa capacité de rétention, d'emmagasiner son stockage est illimitée. Je reviens. Quand je dis la ministre à sa place, je n'allais pas le faire, cela ne veut pas dire que le Burkina n'allait pas. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle, il y a un directeur de cabinet, il y a un chef de cabinet. Au regard de l'attitude de la France, c'est le directeur de cabinet ou le chef de cabinet qui aurait dû recevoir le chargé des affaires et non la ministre des Affaires étrangères de Burkina. Cela rabaisse le Burkina. Celui qui a parlé de diplomatie, tu comprends maintenant l'aspect, quand on parle de diplomatie, il y a différentes étapes de la diplomatie, il y a des niveaux de la diplomatie. Dans la diplomatie, même si la diplomatie c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, il faut se faire respecter dans ce mensonge. Merci Jean-Francis, d'accord, tu comprends maintenant? Il s'agit pour nous, c'est le chargé, soit c'est le chef du cabinet ou le directeur du cabinet ou le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui devait recevoir pour montrer à la France que le chargé des affaires ne peut pas être reçu par la ministre. Il ne mérite pas d'être écouté par la ministre, mais soit par le directeur général, soit par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, soit par le chef de cabinet, soit par le directeur de cabinet. Voilà les trois personnalités qui, si j'étais ministre des Affaires étrangères, c'est l'une des trois personnes qui allait le recevoir et non moi, ministre des Affaires étrangères du Burkina. Je n'allais pas donner ce plaisir-là à la France. Et là, vous avez compris, on dit désormais, il ne s'agit plus de penser Burkina, Mali, Niger, mais penser AES. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'ils vont essayer de passer par le principe de diviser pour régner. Raison pour laquelle on a envoyé le gouverneur de la BCEAO, Amadou, le capitaine. Regardez le Burkina. Deux personnalités vont... D'abord, c'est la France qui donne des ordres à la BCEAO, à la CEDEAO, et c'est le chargé des affaires de la France qui va voir la ministre et le gouverneur de la BCEAO va voir le capitaine. Pour quelle raison? Pourquoi cela? C'est là que le Burkina doit réfléchir. C'est là que tous les trois présidents doivent commencer à réfléchir. Nous sommes pauvres. Le Burkina ne reçoit aucune aide. Le Burkina ne reçoit ni aide budgétaire, ni aide au développement, ni quoi que ce soit. Et je suis étonné que même le capitaine ait décidé de recevoir le gouverneur de la BCEAO. Et là encore, je le dis, ça n'engage que moi.
je suis un peu déçu que le capitaine ait reçu le gouverneur de la BCEAO. Je le dis, je suis déçu. Même le ministre de l'économie et des finances n'aurait pas dû recevoir le gouverneur de la BCEAO. C'est-à-dire, c'est le secrétaire général de la présidence ou le directeur de cabinet de la présidence qui aurait dû recevoir le gouverneur de la BCEAO. C'est-à-dire, il faut que nos responsables apprennent à se donner de la valeur. Moi, je dis toujours aux gens, je dis, moi, si vous ne me donnez pas la valeur, je me donne la valeur. Si vous ne me respectez pas, je me respecte. Si vous ne me donnez pas une certaine valeur, mais qui va vous respecter? Et moi, j'ai été déçu, je le dis. J'ai été déçu que le capitaine ait reçu le gouverneur de la BCEAO. Je le dis. Même si demain le capitaine m'appelle à l'audience, je lui dis, ça a été une erreur de votre part, vous n'aurez jamais dû accepter ça. Soit le directeur de cabinet de la présidence, soit le secrétaire général de la présidence, mais pas vous. Vous avez donné une importance à ce monsieur qui ne mérite pas. C'est ce monsieur-là qui a voulu crucifier le Mali. Le capitaine, il ne faut pas oublier ça. C'est Jean-Claude Brou qui a voulu crucifier le Mali. Et c'est le même Jean-Claude Brou, quand il était président de la commission de la CEDEAO, qui s'est attaqué au Burkina et au Mali. C'est le même Jean-Claude Brou, gouverneur de la BCEAO aujourd'hui, qui a pris toutes les décisions avec Alassane Ouattara pour crucifier le peuple du Niger. Les sanctions auxquelles le Niger est soumis aujourd'hui, mais c'est Alassane Ouattara qui a présidé la réunion de l'UMOA. Mais quel gouverneur, la banque centrale de l'UMOA, c'est qui? C'est Jean-Claude Brou. Comment le capitaine peut-il oublier ça facilement et puis aller s'asseoir avec lui? Ça, ce n'est pas la diplomatie, ça, ce n'est pas la politique. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Je dis bien, soyons cohérents. On peut faire la diplomatie en restant cohérent dans ce qu'on fait. Et le capitaine, il a déconné ici. Il n'aurait pas dû. J'apprécie, au nom de Dieu, j'aime bien Tiani. Tiani là, Tiani si c'était le général Tiani, jamais va recevoir Jean-Claude Brou. Même pas le premier ministre. Le général Tiani, il allait envoyer quelqu'un d'autre. Jamais, même pas le premier, il n'allait même pas permettre au premier ministre de rencontrer Jean-Claude Brou. Donc ça, c'est des choses, on n'a qu'à commencer parce que si on veut construire cette union-là, ça, c'est des attitudes qu'il faut arrêter. Ça, c'est des comportements de nos responsables. C'est des choses qui doivent arrêter. On ne pourra pas construire l'AES et puis un président va aller voir ces... Non. Les présidents de l'AES doivent se mettre à un niveau. Désormais, éviter de rencontre, d'avoir ces gens de rencontre-là. Ils doivent éviter ça. Aussi bien au Mali, au Niger qu'au Burkina. Et même les premiers ministres doivent éviter de faire certaines rencontres. Le premier ministre Sugar l'a fait, je l'ai dit, par rapport à, comment on appelle, à la chambre de commerce américaine qui a été créée au Mali. Mais, attendez, s'il veut rencontrer le premier ministre ne peut pas demander à son directeur de cabinet, à son chef de cabinet, de les rencontrer. Pourquoi lui va les rencontrer? Non, c'est-à-dire on peut pas prétendre aller dans cette alliance avec de tels comportements. Et le premier ministre du Mali, il aime trop recevoir les gens. Moi, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est un politicien. On ne fait pas tout. Je n'ai jamais dit de fermer une porte. Je veux qu'on me comprenne bien. Je n'ai jamais dit de fermer une porte. Je dis, mais il y a des moments où il y a des personnes, on ne les reçoit pas. Le directeur de cabinet est là. Le chef de cabinet est là. Le secrétaire général est là. Donc, si ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est le chef de cabinet ou c'est le secrétaire général. Pourquoi c'est le président ou le premier ministre? Pourquoi? Et Choguel ici, c'est vrai qu'il aime bien, je le respecte beaucoup, mais là aussi, il a tapé pour tout moi. J'ai dit, moi, je dis pas que ce que je dis est forcément juste. Je dis en ce qui me concerne. C'est une erreur qu'il a commise. Mais lui, il peut te dire qu'il n'a pas commis d'erreur. Ça n'engage que moi ce que je dis. C'est la même chose que je dis pour le capitaine. C'est une grosse erreur qu'il a faite. Il n'aurait jamais dû recevoir Jean-Claude Brou. Jamais. Jean-Claude Brou pouvait être reçu soit par son directeur de cabinet, son chef de cabinet, le secrétaire général de la présidence. Et ce connerie qu'ils ont créé là, cette merde là, des Américains là, Choguel n'avait pas besoin. Parce que, bon, notre premier ministre aussi, le problème c'est que il veut rencontrer tout le monde. Bon, nous sommes en transition. Il n'a pas besoin de faire plaisir à tout le monde. Moi, je ne sais pas. Pourquoi il veut forcément... Parce que tous les gens viennent, il les reçoit. Il dit non, moi je suis désolé.
Assimi ne dira jamais pourquoi il le fait. Il est libre de le faire, mais je trouve que par moment, il doit éviter. Parce qu'en voulant recevoir trop les gens, Shogel va s'exposer lui-même dangereusement. S'il veut recevoir tout le monde, Shogel va s'exposer dangereusement. Parce qu'un jour, il y a des rencontres qu'il va avoir, croyant qu'il aura bien fait, mais les gens vont faire la récupération et puis l'allumer. L'allumer. Et puis ça, là, il n'aura pas 2 mots à dire. Ça dit, on ne doit pas on ne doit pas rencontrer tout le monde. Non. On est à une période charnière très, très délicate. La création de notre institution. La création de notre organisation. Donc, à cet effet, on ne doit pas se distraire avec ces multitudes de rencontres par-ci, par-là. On n'a pas le temps pour ça. Construisons d'abord notre union. Créons d'abord notre monnaie. Mettons en place notre marché. Toutes ces rencontres-là, quelle est l'utilité de tout ça? Quel est le sens? Bon, Ibrahim, tu as reçu le gouverneur de la BCEAO là. Ça a changé quoi dans la vie du Burkina? Il faut nous dire, Ibrahim, ça a changé quoi? 0. Bon, Shogel est en train de recevoir les gens n'importe comment. Ça change quoi dans la vie du citoyen malien? 0. 0. Je dis bien 0. Ça a changé quoi? 0. Mais c'est quand on va travailler et mettre notre organisation en place. Tous ceux-là, on est pressé pour les recevoir. Ils vont courir, venir. On est pressé pourquoi? On les reçoit pourquoi? Ils vont courir pour venir. Quand ils vont courir pour venir, on saura quel langage il faut tenir avec eux. Maintenant, vous avez écouté. Il faut créer une banque centrale. Je vais ramener encore. Il faut créer, j'espère qu'on pourra se retrouver. De mettre en place un fonds de stabilisation pour faire face aux différents chocs et la création d'une banque d'investissement de l'AES. Bon, un fonds de stabilisation et la création d'une banque d'investissement. La question que chacun doit se poser, vous et moi, avec quelle monnaie on va créer ce fonds de stabilisation? Avec quelle monnaie on va créer cette banque d'investissement? Oui. Posons-nous la question. Avec quel argent? Avec l'argent de la colonie? Avec l'argent colonial? Nous allons créer un fonds de stabilisation. Avec quoi? Avec l'argent de la France? L'argent qui est fabriqué en France? La France qui nous combat? La France qui donne instruction à la CEDEAO? La France qui demande qu'on abatte toutes les sanctions économiques et monétaires sur nous? C'est avec la monnaie de cette France qu'on va créer un fonds de stabilisation? Ça n'arrivera jamais. Je peux même mettre ma main sur le Coran et jurer, ça n'arrivera jamais. Deuxièmement, la banque qu'on va construire, quel genre de banque on va construire? Ils vont nous dire, mais vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il y a la BCEAO, parce que là, on n'a pas besoin, mais la BCEAO est là. Donc, on va créer une banque qui va concurrencer la BCEAO. Une banque qui sera à la hauteur. Parce que pour créer notre banque, avec quoi nous allons créer notre banque? Avec quoi nous allons créer notre banque? Nous allons créer notre banque pour que notre banque soit rattachée au CFA, pour que des frais de convertibilité, des frais de garantie soient appliqués. Quel genre de banque on va créer? C'est là qu'on doit se poser les questions. Donc, la banque que nous allons créer, ce sera exactement comme les BRICS. Les BRICS, ce n'est pas l'or. Non, Fanny, l'or, là, tu es encore derrière. Non, l'or, c'est fini. L'or, ça, c'est avant. L'or, c'est avant. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent garantir une monnaie et puis une banque. Maintenant, regardez les BRICS. Les BRICS, quand ils ont créé leur banque, ils sont restés silencieux. Et curieusement, c'est la guerre en Ukraine qui a montré la force et la puissance des BRICS. Les gens ont oublié. Je vous en prie, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Et puis, n'oubliez pas de partager au maximum. Abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta. Hein?
Facebook et puis Keita Chokma YouTube. Abonnez-vous, faites monter le mercure. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez très bien, je vous en prie. La banque, regardez les BRICS. On a créé les BRICS. Ils se voyaient tous les... On a prédit la chute. On a dit ça n'ira nulle part. On a dit ça ne vaut rien. Comment ils peuvent créer leur banque? Comment ils vont créer? On a dit tout. Pour créer une banque, il y a ceci, il y a cela. Chacun a raconté sa petite vie. Tous les grands experts étaient invités sur les plateaux. Chacun venait raconter sa vie de misère. Mais pendant ce temps, les 5 pays sont restés tranquilles. Ils n'ont pas... C'est pourquoi j'ai dit, je demande au Premier ministre, au président d'arrêter. C'est-à-dire que restons cachés pour grossir. Ça, dogoni ne veut ça belebele. Ça, dogoni ne veut quoi que ça belebele. Miliambi do flabu jugoro kage ça belebele. Na kumba bi kuno. C'est comme ça que les BRICS là sont restés cachés et puis ils sont devenus balèzes. Aujourd'hui, les BRICS arrivent à défier le dollar, les États-Unis, l'Union européenne. Il n'y a pas une organisation financière au monde qui peut faire peur aujourd'hui aux BRICS. Même pas la Banque mondiale. Encore moins le FMI. Ils sont restés dans l'ombre pour devenir forts et puissants. Mais l'important, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la guerre en Ukraine a commencé, c'est là que le déclic pour les BRICS, c'est là que l'amour des BRICS a commencé à éblouir beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants. Pendant qu'on a prédit l'hécatombe, la destruction, la chute de l'économie russe, les BRICS ont soutenu Poutine. Il est resté à l'intérieur. Donc, les sanctions n'ont eu aucun effet en réalité sur l'économie russe. C'était pas tout. Poutine était encore dans une autre organisation, OPEP plus la Russie, organisation des pays exportateurs de pétrole, plus la Russie. Donc, la Russie, comme aujourd'hui le Sahel, la Russie aujourd'hui regorge de ressources naturelles illimitées, incommensurables. Donc, pendant qu'il frappe la Russie ici, le peuple dit non, on ne peut pas, c'est un partenaire, nous on ne rentre pas dans la politique. Donc, vous voyez comment Poutine a organisé intelligemment, il est rentré. On a cru que c'était, c'est-à-dire, il a pris son temps, il s'est bien organisé, et puis il s'est bien implanté. Donc, les BRICS aujourd'hui sont devenus une force incontournable. Aucune sanction aujourd'hui des Américains, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI, ne peut aujourd'hui influencer un pays membre des BRICS. Ils ont suffisamment de ressources au sein de leur banque pour faire ce dont ils ont envie de faire. Et c'est vers cet exemple que tend aujourd'hui l'AES. Créer cette banque, créer un fonds de stabilisation, mais en même temps, créer une monnaie unique. Au sein des BRICS, il n'y a pas une monnaie unique d'abord. La Chine a sa monnaie, l'Inde a sa monnaie, le Brésil a sa monnaie, la Russie a sa monnaie. L'Arabie Saoudite qui a été acceptée a sa monnaie. Je crois l'Égypte aussi vient avec sa monnaie. Et puis il y a d'autres pays qui ont été acceptés qui viennent avec leur monnaie. Mais ils sont en train de réfléchir pour mettre une monnaie commune pour le commerce entre les États membres. Chaque État a sa propre monnaie. Mais je crois qu'ils auront une monnaie. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Les Européens, ils ont l'euro. Mais est-ce qu'ils ne commercent pas avec les Canadiens par rapport au dollar canadien? Ils commercent avec le Canada. Ils commercent avec les Américains qui ont le dollar américain, le dollar canadien, le dollar australien. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Vous pouvez avoir votre monnaie au sein de votre organisation et commercer avec toutes les autres entités qui ont leur propre monnaie. Seulement, vous devez avoir une monnaie forte qui est bien endossée, une monnaie qui doit résister au choc, une monnaie qui est une monnaie stable, une monnaie qui est une monnaie puissante, une monnaie qui ne se limite pas seulement, comme on le voit aujourd'hui, à l'or.
C'est pourquoi dans les BRICS, ils ont développé, ils ont dit désormais, ne créez plus votre monnaie et l'endosser uniquement à l'or. Il faut mettre un basket en place. Un basket, il peut avoir le lithium dedans, il peut avoir le gaz dedans, il peut avoir le pétrole dedans, il peut avoir l'uranium dedans. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Donc, créer notre banque d'investissement, ce sera avec notre monnaie à nous. La monnaie peut s'appeler le Sahel, la monnaie peut s'appeler AES, la monnaie peut s'appeler l'Iptako, la monnaie, peu importe le nom qu'on va donner, mais on aura cette monnaie. Alors maintenant, le 10 décembre, la CEDEAO dit, nous n'allons pas, comme la CEDEAO dit, nous, le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, affirme que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a seulement suspendu l'examen d'un tel scénario en espérant que les sanctions feront leur effet. Voilà un Africain qui espère que les sanctions tuent au maximum les Nigériens. Est-ce que vous avez entendu? Souvent, quand les gens ils font la rédaction des communiqués, ou du moins quand ils parlent, moi je ne suis pas une voix officielle. Il y a des propos que je peux tenir. Mais je vous en prie, je vais vous amener à écouter les propos d'un officiel. Est-ce qu'une personne douée de bon sens, une personne avec une moralité impeccable, une moralité propre, une personne digne de ce nom peut tenir un tel langage? Et dit, Moussa affirme que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a seulement suspendu l'examen de l'intervention militaire en espérant que les sanctions tuent le maximum de Nigériens. Ce n'est pas moi qui le dis. Le test est là. Vous n'avez qu'à entrer sur les moteurs de recherche. Vous mettez le commissaire aux affaires politiques CEDEAO. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va sortir. C'est ce qu'il a écrit. Donc, ils espèrent que les sanctions tuent au maximum. Que les sanctions détruisent au maximum l'économie du Niger.